Bonsoir. Bonsoir à toutes et à toutes. Comme d'habitude, on va attendre quelques minutes, le temps que les gens se connectent avant d'introduire le sujet. On est déjà 37. Bonsoir. Toujours à 36, on va encore attendre quelques minutes. Et après, sinon, je vais commencer à introduire tranquillement le sujet. Je vois qu'il y a déjà des petites réactions dans le chat. Ça augmente tout doucement. Bonsoir à toutes et à toutes. On va pouvoir commencer, là je vois qu'il est déjà 33. On va pouvoir commencer tranquillement à introduire le sujet. Donc encore bienvenue à tous et à tous. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir à ce nouveau rendez-vous résilience, axé autour du retour au travail. Les rendez-vous sont l'occasion d'interagir avec vous, patients et patientes de notre communauté, et de vous permettre d'interagir avec nos experts et expertes sur les préoccupations et les sujets qui vont vous animer. Je suis Sarah. Excusez-moi, je suis Sarah, responsable de l'engagement patient chez Résilience. Exceptionnellement, c'est moi qui vais animer cette conférence ce soir. Pour celles et ceux qui sont habitués à ce rendez-vous, vous savez que c'est normalement Anne-Sophie qui a ce rôle et qui excelle d'ailleurs dans cet exercice. Malheureusement, elle n'a pas pu être là, donc je vais m'en charger. J'espère sincèrement que je serai à la hauteur. À mes côtés, j'ai la chance d'accueillir Magali et Sandrine. Magali Mertens a débuté sa carrière en gestion de projet et communication avant qu'un cancer en 2011 redéfinisse son parcours. Après les traitements, elle a découvert sa vocation dans le coaching et elle s'est certifiée en gestion du handicap, PNL, hypnose et coaching. Elle s'est aussi engagée dans la formation d'onco-coach pour la Fondation contre le cancer. Aujourd'hui, elle accompagne patients et entreprises pour concilier maladie et travail et elle œuvre à créer des environnements professionnels plus inclusifs avec une mission, inspirer chacun à révéler son plein potentiel. Sandrine Bretonnière, elle est sociologue et elle travaille dans le champ de la santé depuis une douzaine d'années. Elle a mené une étude sur les parcours des malades du cancer et elle a coécrit un livre sur le sujet avec Philippe Bataille. Elle a également travaillé sur les parcours éthiques d'éthique médicale et de droit des malades et elle a rejoint Résilience il y a 1 an et demi et elle s'occupe de la production de contenu disponible dans l'application pour à destination de tous les patients et patientes. Elle connaît bien la législation et le droit du travail français, donc elle pourra être amenée à compléter les réponses de Magali sur cet aspect, car effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais Magali travaille en Belgique. Et enfin, nous avons avec nous également Lucie qui est en coulisses et qui modère le chat. Voilà, et d'ailleurs justement en parlant du chat, il est situé en bas de votre écran à droite et c'est sur c'est sur celui-ci que nous vous invitons à poser vos questions et en fait je me chargerai de les partager au fil de la conversation. Petit dernier point avant de débuter, on va vous prier d'éviter les questions qui vont être trop spécifiques à votre parcours de soins. On est sur une approche qui est volontairement générale pour répondre à un maximum de personnes. Et comme vous pouvez le constater, nous ne sommes ni assistantes sociales ni juristes. Donc malheureusement, si jamais il y a des questions qui sont un peu trop spécifiques en lien avec ces expertises, il se peut qu'on ne soit pas en capacité de vous répondre. On s'excuse par avance, on essaiera de vous rediriger vers les bonnes personnes ou vers les bonnes ressources sur Internet. Mais voilà. Magali, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Eh ben, merci Sarah. Déjà, tu as déjà bien introduit surtout ce que je fais. Alors c'est vrai que le retour au travail après un cancer, c'est pas, je vais pas vous l'apprendre, c'est pas revenir après une mauvaise grippe. Et donc c'est effectivement un moment charnière, un moment clé. Par ailleurs, le travail, et j'en reparlerai plus longuement, est aussi un facteur de guérison. Alors je mets guérison au sens large parce qu'on fait partie de la société, on fait partie du monde et on a envie d'amener quelque chose et donc ça fait un peu rappel de la fameuse, que j'entends souvent, vie d'avant.
Donc le retour au travail est un moment clé et c'est un moment aussi compliqué parce qu'on n'est plus tout à fait comme avant. Peut-être qu'il y a aussi, des questions de valeurs, mais il y a aussi beaucoup des questions, bah, effectivement, on en reparlera, d'effets secondaires à plus ou moins long terme qui vont impacter évidemment ce fameux retour. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. On a reçu pas mal de questions avant ce rendez-vous, donc on va peut-être commencer par celle-ci. Et comme le redisait Lucie dans le chat, n'hésitez vraiment pas à en poser vous aussi de votre côté dans le chat. Qu'on a reçu, comme je disais, plusieurs questions, dont pas mal autour de la reprise et du rythme, et entre autres, quand est-ce qu'il est acceptable de reprendre. J'ai par exemple des questions des patients qui ont demandé combien de temps après la dernière injection de chimio adjuvante sans radiothérapie est-ce qu'on doit reprendre le travail. On a eu une autre question assez liée après un cancer avec une ablation de 3 cm sur la queue du pancréas et un morceau d'estomac, suivi de 12 séances de chimiothérapie. Comment faire pour savoir quand et à quel moment je dois reprendre, quand est-ce que c'est le bon moment? Et de même, question un peu similaire, quel est le délai idéal après la fin du protocole de soins pour reprendre le travail, surtout que quand c'est dans un endroit où on va croiser beaucoup de monde, avec de la transmission de microbes qui peut faire peur, etc. J'imagine, Magali, que tu as déjà été exposée de nombreuses fois à ces questions et que tu peux nous apporter des éléments de réponse. Oui, alors effectivement, ça c'est vraiment la question, avec laquelle la plupart des personnes, ben, en fait, finalement, entrent en contact avec moi pour un peu savoir, ben, finalement, quel va être le bon moment. Alors bon, malheureusement, il n'y a pas une réponse toute faite. Je dirais qu'il y a 2 éléments clés, très, très importants à garder en tête. Ça va être la question du rythme et le rythme est particulier à chacun d'entre nous. C'est vrai que, ben, je le disais tout à l'heure à Sarah et Sandrine, en amont de cet appel, c'est qu'effectivement, ben, on est humain et quand, en tant qu'être humain, on va avoir une tendance à la comparaison. Ce n'est pas parce que votre collègue, voisin, voisine a peut-être eu le même type de cancer que vous allez forcément suivre la même voie en termes de lignes, enfin bref pardon, je perds mes mots, de timeline quoi. Donc pour chacun, ça va être très différent, et il va falloir voir un petit peu et découvrir un petit peu, bah, finalement, qu'est-ce que je suis prête à faire maintenant et ça va être très lié à une 2e notion, donc il y a le rythme, la qualité de vie. Il faut savoir que la qualité de vie, c'est quelque chose dont on parle énormément, en termes de cancer, mais que la définition va varier pour chacun. Et donc, il y a le docteur Jean-Luc Monsampé, qui est un médecin français d'ailleurs, heu, et qui explique, et j'ai beaucoup aimé son approche, qui dit: «Bah, en fait, c'est vrai que côté médical, et on en a bien besoin, on va avoir un peu comme des checklists en fait, au niveau de la qualité de vie de manière très objective. Bah, telle chose, OK, telle chose, OK». Et puis en fait, au niveau du patient, c'est pas mon mot préféré patient, mais ça va aller plus vite pour comprendre de qui on parle. Mais en fait, on va être dans du purement subjectif et je vais vous donner un exemple. J'avais dans mes coachés une dame qui était chef de service, infirmière chef de service dans un hôpital. Donc on est bien d'accord qu'elle a traversé un cancer et cetera. On parle de la reprise et elle me fait part, et on pourrait penser que ça n'a rien à voir avec le travail, du fait que suite à une hormonothérapie, enfin, elle est sous hormonothérapie, elle a des douleurs musculaires qui font que, elle ne peut plus courir comme avant, et il faut savoir que cette dame est une marathonienne, elle adore. Elle s'inscrit à tous les marathons, voilà, elle va courir tout le temps. C'est important pour elle, ça la rend heureuse, et donc du coup, ce qui la rend malheureuse, c'est de ne plus pouvoir courir. Et pourquoi je parle d'elle? Parce que, par exemple, alors bon, je vais essayer de pas trop parler de moi non plus, mais moi, j'ai eu un cancer qui a nécessité qu'on m'enlève le péroné, d'accord? Pour reconstruire la mâchoire. La première chose que, mon oncologue chirurgienne m'a dit: «Tu ne pourras plus courir de marathon». J'étais là: «Franchement, de vous à moi, ce n'est pas très grave». Donc ce qui était dans ma définition de qualité de vie n'est pas la même chose que cette personne. Alors qu'on est d'accord que pour
être infirmière, quoique on pourrait presque dire que oui. Il ne faut pas être marathonienne, mais elle, pour sa santé mentale, pour se sentir bien, pour évacuer le stress de sa vie professionnelle, courir, c'est important. Donc vous voyez bien que la qualité de vie, on va pas avoir la même définition, chacun. Par rapport du coup au travail qu'on effectue, j'avais une puéricultrice que j'ai accompagnée. Cette dame avait aussi des problèmes musculaires. Quand je lui demande, finalement, décrivez-moi une journée type, elle me dit, ben voilà, le matin, en gros, hein, la première chose, les parents me tendent leur bébé. Mais moi, le bébé, je ne sais pas le porter. Alors que peut-être que si elle avait, et alors, pour la petite histoire, du coup, elle a été déplacée dans quelque chose de plus bureaucratique parce que, voilà, elle avait la chance de travailler pour, je pense, en France, on dit une mairie, en Belgique, on dit une commune. Donc, elle était amovible, voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, il faut voir un petit peu que me demande mon travail et quelle est ma capacité actuelle. Et ça, vraiment, la temporalité, quand je parle de rythme, c'est la clé. Parce que ça peut être très, très dur, hein. On passe beaucoup par là, de se dire: «Ah mais je ne peux plus faire comme avant» et l'esprit humain est tel qu'on va rapidement glisser de la confiance en soi, donc dans mes capacités, à l'estime de soi, ma valeur intrinsèque. Donc je reviens au travail et par exemple, j'ai accompagné comme ça, alors c'est une avocate et elle avait beaucoup de mal et je pense que je n'apprends rien aux personnes qui suivent ce webinaire. Il y a des problèmes de fatigue et des problèmes de concentration, de mémoire. Voilà, faut lier aux effets secondaires à plus ou moins long terme. Beaucoup de mal à retrouver ces mots malgré une envie de revenir au travail. Hem, alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pallier à ces problèmes de mémoire. Mais voilà, il est évident que, elle, son travail nécessite effectivement, en tant que juriste, à avoir des mots bien particuliers et donc ça va être important dans, la manière dont elle va revenir. Donc voilà, tout ça pour dire, il n'y a pas une réponse toute faite. Vous allez avoir des personnes qui vont continuer à travailler pendant leur traitement. Il va y avoir des personnes pour lesquelles, il va y avoir un arrêt de travail plus ou moins long. Et c'est OK. Alors bien sûr, on reste couvert par un certificat médical, donc c'est important d'en parler évidemment avec votre équipe soignante, de voir un petit peu, finalement, qu'est-ce qu'eux estiment. Mais n'oubliez pas, et ça c'est vraiment quelque chose que je répète beaucoup, vous êtes votre propre expert, hein. Personne n'est dans votre corps. Quand j'entends et ça m'arrive, hein, j'ai eu une personne qui me dit que sa manager lui a dit: «Oh mais, ma voisine a eu tel cancer après 2 mois», mais elle est pas dans votre corps. Elle ne vit pas ce que vous vivez. Donc c'est vraiment à vous et alors moi le petit truc, en tout cas l'exercice que je fais faire à tous mes coachés qui viennent me voir pour une reprise après un cancer, je leur propose de véritablement un peu de manière chirurgicale, découper une semaine type. Mais alors quand je dis découper une semaine type, on commence lundi matin, je me lève. Je me lève à quelle heure? Comment est-ce que je me rends au travail? Est-ce que je dois être pendant 1 heure debout dans un bus? Est-ce que je dois conduire, être très concentrée parce qu'il y a des embouteillages, et cetera? Donc on commence à partir de là. On regarde quelles compétences, capacités ça demande, de mobiliser et quelles sont mes capacités actuelles. Et de nouveau, le mot actuel est très important parce que ça va évoluer. Et donc, on regarde juste au jour d'aujourd'hui, est-ce que je me sens capable de faire ça? Je vous redonne un exemple d'une personne que d'ailleurs je suis en train d'accompagner pour le moment. Elle travaille sur un open space, donc un endroit où tous les bureaux sont donc ensemble. Il y a beaucoup de bruit. Elle ne supporte plus le bruit. Ça la fatigue. Elle adore son équipe. Elle adore ses collègues. Mais elle n'en peut plus de ce brouhaha permanent. Là, il faut voir, est-ce que, par exemple, un casque anti-bruit est une solution? Elle me dit non, parce qu'en fait, les personnes, alors, en fait, elle est dérangée, elle les voit parler dans son bureau, elle a envie de participer. Donc là, par exemple, dans la mesure de la faisabilité par rapport aussi à l'employeur et au type de fonction que vous exercez, elle a augmenté un petit peu le télétravail, par exemple, hein, donc il faut vraiment voir un petit peu ce qui est OK et surtout, c'est à ce moment-là qu'il faut de la créativité et donc on va pas se mentir, hein, si les relations n'étaient déjà pas très bonnes avec l'employeur, enfin ou la structure, le RH, le manager,
ça va pas nécessairement s'améliorer après. Heu, Malheureusement, c'est des cas que je vois aussi. Mais par contre, on peut toujours proposer et venir du coup avec des propositions d «Tiens, peut-être que, on pourrait faire comme ça, là j'ai du mal avec le bruit» ou par exemple, je vais pas pouvoir prendre des notes en réunion. Est-ce qu'il est par exemple possible que, j'enregistre et puis, je l'efface par après au niveau GDPR, accord des collègues et cetera. Et puis on va avoir des postes aussi, là, vois? Qui forcément ne vont pas permettre énormément d'aménagement. Et donc le retour, enfin en tout cas la date du retour va du coup, pas être identique. Il faut voir un petit peu où est-ce qu'on peut jouer, quoi. Super intéressant. Et effectivement, d'ailleurs, ça faisait un peu écho à la question qu'on y avait eue. C'est ben voilà, où des endroits, des environnements où il y a beaucoup de passages, versus par exemple des environnements où il y en a moins, ou comme tu parlais, du bruit, etc. Donc effectivement, finalement, c'est très spécifique à chaque personne. Merci pour ces éléments de réponse. On a reçu aussi quelques questions sur le droit de prendre le temps. Est-ce qu'on a le droit de prendre le temps d'encaisser, de se reconstruire après la fin de la chimio, s'il n'y a pas eu de radiothérapie, mais je pense que ça peut être élargi aussi. Et pareil, une question qui faisait un peu écho à ça, où c'était un monsieur qui demandait, enfin qui disait: bonjour, je suis en rémission depuis peu. Mon corps, ma vie est différente par rapport à l'avant-cancer, plus fragile, plus vite fatiguée. Ma journée est centrée sur l'organisation familiale avec ma femme et mes 2 filles en bas âge. Ça me suffit. Pourquoi est-ce que je reprendrais le travail? Pour quelles raisons? J'ai 47 ans. OK, alors il y a deux choses très intéressantes, ici que j'entends. Je note juste, hem, voilà. Hem, alors moi, il y a une métaphore, j'aime beaucoup les métaphores, que, que je raconte, c'est, par rapport à un arbre. On connaît tous un arbre a priori, et on sait qu'un arbre, bah, il vit un cycle de saisons. Donc là, pour l'instant, là, on est encore, hein, en hiver, hélas. C'est fort long et bah, l'hiver, effectivement, l'arbre, il paraît mort, d'accord? Les branches sont nues, il paraît peut-être même très sec, et pourtant, on sait tous autant que nous sommes qu'à partir, a priori, du 21 mars, beh, il va y avoir, des bourgeons, il va y avoir la les feuilles vont revenir, donc cet arbre qui semble mort, on sait tous qu'il ne l'est pas. La nature a cette sagesse de se mettre parfois en pause. Et le problème, un peu dans nos sociétés, actuelles, en tout cas, occidentales, c'est qu'au niveau du travail, mais pas que d'ailleurs, on veut être dans un été permanent. Porte des fruits, sois beau, aie l'air riche, amène-nous de l'abondance. Mais l'arbre, il est pas en été tout le temps, hein, il sait très bien qu'il y a des moments, il est un peu en jachère comme ça, il est un peu en pause pour se régénérer et pour à nouveau amener des fruits. La longueur de l'hiver, elle va être très différente pour chacun. Mais est-ce qu'on mérite? Parce que au lieu de dire: «Est-ce que j'ai le droit?» Est-ce que je mérite? Bah, je pense, que la réponse, elle est dans la question finalement. Ben oui, en fait. Il y a un livre comme ça qui s'appelle, «Les 5 plus grands regrets des gens en fin de vie» de Bronnie Ware, une infirmière australienne qui, accompagnait des personnes en fin de vie, hein, en soins palliatifs. Et alors je les connais pas par cœur, mais je vous invite à les regarder sur Google. Alors le livre en soi, pour moi, au niveau littéraire, est pas hyper bien écrit, mais très intéressant. En gros, il dit: «Il y a personne qui se dit: "J'aurais dû travailler plus", hein». Mais vraiment, hein. On est beaucoup plus sur: «J'aurais plus dû m'écouter. J'aurais plus dû dire aux gens que j'aimais, que je les aimais. J'aurais dû regarder mes enfants», alors on n'est pas obligé d'avoir des enfants, «grandir, ou j'aurais pu regarder mon jardin, ou je» voilà. On va être vraiment dans des choses qui paraissent très bateaux, mais finalement, voilà. Et donc j'entends ce monsieur qui a 2 enfants en bas âge et cetera, mais en fait, qu'est-ce qui est important maintenant? Alors après, moi, j'aime quand même bien dire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des réalités, il y a un toit à payer, il y a de la nourriture à mettre sur la table, et donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Quels sont mes droits? Bon, là, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est quand même important de le dire,
Parce que je pense que dans le développement personnel, ça peut aussi parfois paraître très détaché d'une certaine réalité. Et ça, c'est absolument pas. En tout cas, dans mes accompagnements, je fais vraiment attention à demander à la personne où est-ce que vous en êtes. Si la personne est par exemple au chômage, voilà, est-ce qu'il y a une réalité qui fait qu'il va falloir retrouver un job très vite? Et donc, on va réfléchir à tout ça évidemment ensemble. Mais effectivement, quand c'est possible, autant le faire. Moi, j'entends malheureusement beaucoup de personnes. Alors, c'est intéressant ça aussi d'ailleurs. En général, en tout cas, dans les personnes que j'accompagne, je ne prétends pas professer une réalité, hein, c'est mon expérience. En général, les gens veulent vraiment revenir et plutôt même revenir vite parce que se dire: «Je reprends ma vie», il y a aussi un peu un sentiment de sécurité. Je l'ai vécu, hein. Je suis revenue, donc en plus, j'avais accouché prématurément parce qu'il avait fallu opérer, j'avais plus de dents et je suis revenue au boulot. Je ne sais pas pourquoi. Avec du recul, je fais: «Est-ce que tu avais vraiment envie de te faire du mal?» En fait, en général, on veut revenir et le problème, c'est qu'on va revenir peut-être parfois trop vite ou mal préparé et du coup, ce qui va se passer, on va se prendre un mur, on va retomber en absence, hein, et pas pour les mêmes raisons que l'absence première. Et ça va générer un stress. Quand je vous parlais la fameuse confiance en soi, estime de soi, en fait, on va revenir, on n'est pas préparé, on se dit: «Bah, mon Dieu, je fais plein de fautes, j'oublie tout», heu et donc je perds confiance, je ne me sens plus capable et très vite, je me sens pas du tout valable. Je hein, on va passer de «je ne peux plus» à «je suis nul, je ne vaux rien». C'est terrible ces mots-là et la dépression post-cancer, malheureusement, c'est un fait et en général, en plus, elle arrive après la fin des traitements parce que pendant les traitements, on est le bon petit soldat jour après jour et j'ai atteint cette marche et j'ai atteint cette marche et puis en un coup, on regarde en arrière, on fait: «Mais attends, c'est pas que ça se voit ce qui s'est passé». Et moi, ce que je dis alors à ce moment-là, de nouveau, pardon, métaphore, c'est il y a eu un tsunami, d'accord? Et il y a une petite pousse qui est là, qui est bien, qui est là, qui est vivace. Ben, soyez un bon jardinier pour cette petite pousse. Elle va avoir besoin de soleil, elle va avoir besoin d'eau, elle va avoir besoin de protection. C'est d'être un bon jardinier et l'accompagner à grandir. Elle reviendra ce bel arbre qui aura un bel été, qui va apporter plein de fruits, mais on va lui laisser le temps. Et donc, c'est un peu de sentir, alors on est d'accord, hein, il y a des contraintes matérielles et légales et voilà, hein. Mais comment là-dedans aussi, qu'est-ce que je m'octroie? Qu'est-ce que je trouve que je mérite? Hein, on est dans une société, il faut, je dois, on m'a dit. Alors on, pardon, mais en français, ça s'appelle le pronom imbécile. Qui est on? Tout le monde dit que personne ne fait ça. Qui est personne? Qui est tout le monde? Qui est on? Donc vraiment, c'est un peu le moment aussi parfois, d'avoir un peu ces prises de conscience. Alors à l'américaine, moi parfois ça m'exacerbe la première, hein, je dis pas que parce qu'on a eu un cancer, il faut aller, vivre dans une yourte en Mongolie et devenir chamane. Delphine Rémy a fait récemment là un podcast sur, l'injonction à faire quelque non, mais de quoi moi j'ai besoin maintenant? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais pas attendre d'avoir mes 5 plus grands regrets de fin de vie, je vais réfléchir maintenant. De quoi j'ai besoin maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Et donc, bah, ça va jouer sur la question du rythme aussi. Bah oui, si j'ai 6 mois en soi dans une vie, c'est pas grand-chose. Ces fameux 6 mois en plus. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose aussi que j'ai vécu et comme coach, on doit avoir la page blanche, mais évidemment, parfois j'entends des choses. Une cliente, j'ai cliente et pas patiente parce que je suis pas, médecin ni infirmière, mais heu et donc elle travaillait pour une grande banque, elle avait une voiture de société. Et c'est que la politique de la société, après 1 an d'absence, on reprend la voiture. Voilà, quoi qu'il advienne. Donc elle devait revenir, j'invente, je vous avoue, je me rappelle plus des dates, disons qu'elle devait revenir le 1er mai. Non, pas le 1er mai du coup, bref, le 2 mai. Et donc, la RH s'appelle, et dit: «Bah, donc voilà, au 2 mai, ça fera 1 an, il faut que tu rentres tes clés». Et elle dit: «En fait, je viens de terminer mes rayons. J'aurais besoin d'1 mois en plus, il y a beaucoup de fatigue après les rayons et cetera». Et c'était un non, fermé, pas d'ouverture, pas et en fait, elle habite dans une zone rurale. Ma voiture, ma liberté, enfin, il y a pas de bus tout le temps, elle a des enfants et donc elle est retournée le 2 mai, mais dans un état d'esprit de colère
intense. Voilà. Je vois qu'on demande que Sandrine je vais un peu peut-être la laisser s'exprimer. Non, non, mais t'inquiète pas. En plus, on va avoir des questions là qui vont un peu plus concerner Sandrine. Et parce qu'effectivement, il y a le sujet de comment, en fait, là, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, tu as un peu ta petite métaphore sur la petite pousse et on doit en prendre soin et faire attention à la manière de la faire grandir, etc. Et en fait, on a beaucoup de questions sur le rythme de reprise. Et en fait, comme on disait, tu travailles en Belgique, donc tu n'as pas forcément tous les éléments de réponse, même si de ce que tu disais, il y a des systèmes un peu similaires. Mais en fait, on a reçu des questions, par exemple, j'ai lu que le mieux était de reprendre à mi-temps si notre job est compliqué. Peut-être être en arrêt 1 ou 2 mois de plus et avant de se remettre, du coup, et de reprendre à plein temps. Et là, on avait aussi le mi-temps thérapeutique. Peut-il durer plus d'1 an? Est-ce que ça peut être une option? Voilà. Donc, je crois qu'il y a un peu comme tu disais, un système un peu similaire en Belgique. Tu peux peut-être apporter quelques premiers éléments et Sandrine, tu peux prendre le relais. Super. Bah alors, déjà, effectivement, malheureusement, le terme est mal choisi. On va parler de mi-temps thérapeutique, donc les personnes vont se dire, on est sur 50%, même les employeurs d'ailleurs, hein. Or, on peut commencer, alors en Belgique, on peut déjà recommencer à partir de 20%, et c'est même, j'ai envie de dire, c'est un peu comme rentrer dans une piscine froide. C'est mieux d'y aller doucement, quoi. D'abord un orteil, un pied, etc. Maintenant, il faut voir dans la mesure du possible, mais déjà, ça permet de reprendre prise avec la réalité. Parce qu'on peut parfois se dire, mais ça va aller, je vais revenir, je vais faire comme ça. Et puis quand on se retrouve finalement dans le concret, se rendre compte, tiens, en fait, il y a un problème de bruit, ou en fait, par rapport à tel type de tâche, en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Donc, moi, je recommande effectivement le retour progressif, quoi qu'il advienne. Maintenant, par rapport aux règles françaises sur la temporalité, la durée, je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Je peux peut-être essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Donc effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs. On ne pourra pas tous les détailler ici et en plus, comme l'indiquait Sarah en tout début de séance, je ne suis pas juriste, mais néanmoins, je peux essayer déjà d'apporter quelques éléments, quelques billes. Donc, effectivement, il y a le dispositif de temps partiel thérapeutique qui existe. Comme disait Magali, il ne s'agit pas nécessairement d'un mi-temps, même si c'est souvent comme ça que c'est indiqué. On parle souvent de mi-temps thérapeutique, alors qu'effectivement, il s'agit de temps partiel. Et donc, le temps partiel, c'est pas nécessairement 50%. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ce qu'il s'agit de faire dans ce cas-là, c'est déjà de voir avec son médecin traitant ce qu'il en est. Et c'est lui qui va pouvoir, lui ou elle, dans un premier temps, initier la démarche avec vous pour voir ce qui est le plus approprié, le plus ajusté à votre situation. Ensuite, l'employeur va entrer en ligne de compte. Et il y a un autre acteur important dans cette configuration, c'est la médecine du travail, qui va aussi jouer un rôle pour voir est-ce que 80% c'est une bonne idée ou 50%, etc. Et aussi parler avec vous et votre employeur de l'aménagement potentiellement du poste de travail, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire, sur quel temps, etc. Quel temps, je veux dire, est-ce que c'est tous les matins ou, comme disait Magali tout à l'heure, dans une des situations, c'est plutôt rassemblé sur 2 jours et demi, par exemple. Voilà. Et donc, tout ça se joue, s'articule entre vous, bien sûr, le médecin traitant, l'employeur et la médecine du travail.
Alors, la durée totale du temps partiel thérapeutique, je ne saurais pas vous dire exactement, donc je ne veux pas dire une bêtise. Je pense qu'il faut regarder, on peut demander à son médecin traitant déjà. Et puis, sinon, il y a des ressources qu'on peut éventuellement vous partager. Donc, Sarah, je ne sais pas comment tu veux qu'on fasse, mais il y a un site, par exemple, Jury Santé, qui donne des éléments intéressants. Vous avez tous les sites également de l'État sur ces questions qui sont généralement très bien faits, et pas mal de sites des associations en France, en tout cas de patients et de patientes liés au cancer qui peuvent vous donner des éléments sur ces questions, parce que c'est un dispositif, le temps partiel thérapeutique, qui est effectivement souvent convoqué entre guillemets pour un retour au travail par étapes en fait. Et c'est ça, je pense, Magali, que tu disais aussi, c'est que selon la façon dont on a vécu le cancer, les traitements, tout ce qui va autour aussi, selon la manière dont on se sent lorsqu'on sort de la bulle de soins, qui est un petit monde en soi en fait. Et donc la fin des traitements, c'est on sort de la bulle de soins, c'est un soulagement certain, et en même temps ça implique parfois des choses qui sont pas aisées en termes de retour à je sais pas si on peut l'appeler la normalité, ou le quotidien, ou la banalité, ou un nouveau quotidien, etc., qu'il faut apprivoiser. Et dans tout ce travail où on doit apprivoiser plein de nouvelles choses, il y a aussi effectivement le retour au travail. Et donc, ce que je sais en revanche, c'est que le mi-temps thérapeutique peut être prolongé, le mi-temps. Vous voyez, je fais moi-même le lapsus. Le temps partiel thérapeutique peut être prolongé un certain nombre de fois. Voilà ce que je peux apporter là, peut-être déjà comme élément. Ouais, je pense que ça répond en plus à quelques questions qu'il y a eu dans le chat. Il y avait Sophie qui demandait s'il était possible du coup qu'un mi-temps thérapeutique soit inférieur à 50%. Donc a priori, oui, c'est le cas. Il y avait aussi une question de Catherine en lien avec ce sujet qui demandait en fait, est-ce que l'employeur peut refuser le mi-temps thérapeutique pour le retour? Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse, Sandrine, ou si c'est des choses qu'il faudra discuter avec. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre si l'employeur peut opposer un refus formel. Donc, je pense que c'est quelque chose qui probablement se voit en lien avec la médecine du travail, en fait. Ok, très clair. Très, très clair. En lien avec l'employeur et le travail aussi directement, il y avait une question de Marjorie. Je ne sais pas si tu vas avoir des éléments de réponse, Sandrine. C'est est-ce qu'on peut faire un bilan de compétences pendant son affection de longue durée? Est-ce que tu sais? Peut-être que tu sais. Est-ce que quelqu'un sait? Sinon, malheureusement, ça fait partie de questions où on n'aura pas forcément l'expertise. On est désolé. L'ALD, c'est une prise en charge par la CPAM de tous les frais qui sont liés justement à une affection, à une pathologie particulière. Il y en a un certain nombre qui sont prises en charge en France, une trentaine, je crois, de mémoire. Donc, en fait, l'ALD correspond à la prise en charge par la sécurité sociale des frais liés à cette pathologie. Ça n'a pas d'impact sur les autres droits sociaux. Donc, le fait d'être en ALD n'a pas vous pouvez être en ALD parce que, par exemple, vous avez un diabète. Ça, c'est une partie de votre vie, si je puis dire. C'est la partie médicale, c'est l'histoire médicale. Évidemment, ça a un impact sur la vie quotidienne, mais c'est la partie médicale et la prise en charge médicale. Et ensuite,
cette personne, bon, ça peut être un diabète, ça peut être effectivement un cancer, il y en a d'autres maladies. Ça n'empêche pas ni de travailler, ni de faire un bilan de compétences. Ce sont des choses à part, je dirais. Très clair. Et il y avait une autre question un peu en lien, mais je suis pas sûre, pareil, qu'on ait les éléments de réponse. C'était si on a encore quelques traitements et qu'on reprend le travail, est-ce qu'on a le droit à des jours pour aller faire les traitements? Mais ça, je pense que c'est à voir sur, par exemple, Jury Santé, il y aurait peut-être des éléments de réponse. Ouais, je pense qu'il faut regarder spécifiquement parce que je sais qu'il y a des congés spécifiques, mais je ne sais pas si c'est en lien, c'est sur d'autres moments des parcours de soins ou de vie. Je pense que c'est possible, mais je voudrais pas m'aventurer trop. Peut-être à creuser effectivement sur les sites Jury Travail ou Jury Santé qu'on vous a partagés. On avait reçu aussi quelques questions en amont de ce rendez-vous qui étaient assez associées à l'image de soi et au regard des autres au moment de la reprise. Magali, donc j'ai de nouveau quelques questions pour toi. On a reçu par exemple la question comment me comporter lors de ma reprise, comment éviter les questions, est-ce que je dois répondre si on me demande de faire un travail que je n'ai plus le droit de faire, est-ce que si on fait semblant de pas comprendre ça marche, qu'est-ce que je dois dire? C'est une très très bonne question. Je voudrais juste parce que comme c'est important par rapport à justement la médecine du travail et par rapport aux aménagements qui peuvent être proposés. Je le dis parce que j'ai eu tellement de personnes qui m'en parlaient. En fait, il faut être très concret. Si vous dites, et je le comprends, je me vois pas reprendre à temps plein, j'ai beaucoup de fatigue. Pour peu qu'il y ait un médecin du travail en face, mal luné, ou en fait pas sensibilisé, et qui va vous dire, mais ma bonne dame, c'est l'hiver, moi aussi, je suis fatiguée. Il faut être concret. Donc là, par exemple, j'avais une greffière, donc on connaît le métier de greffier au tribunal, et préparer son entretien avec le médecin du travail. En fait, elle m'avait raconté qu'elle n'arrivait pas à lire plus de 2 pages d'un livre. Je lui ai dit: «Bah, alors tu expliques au médecin du travail à quoi correspond finalement tes journées?» C'est d'être alors parfois 5 heures en audience à devoir taper mot à mot tout ce qui est dit et puis tu n'arrives même pas à lire 2 pages d'un livre, on s'arrête là. Une dame qui était donc femme de ménage et qui m'explique que pour laver son appartement de 60 mètres carrés, il lui faut 3 jours. Voilà. En fait, il faut être concret par rapport à la médecine du travail sur comment vous vous sentez et ce que demande votre job. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais merci d'avoir complété. Effectivement, c'est un bon point. Alors après, effectivement, c'est une très très bonne question sur qu'est-ce que je dis pas, comment je me comporte. De nouveau, il n'y a pas une réponse. Alors moi, ce que j'utilise, de nouveau, c'est pas la panacée, mais c'est de dire, passez-le par le filtre de quel est mon objectif en communiquant cette information. Reprenons le cas de la fatigue après un cancer, qui est quand même très très particulière et que je pense que quand on l'a pas vécu, on comprend pas bien, et encore heureux d'ailleurs, mais voilà. Donc, par exemple, le médecin du travail, quel va être mon objectif? C'est d'avoir un retour le plus ajusté possible à ma situation. Donc, parler de la fatigue et en l'occurrence, par exemple, je supporte pas le bruit ou j'ai un travail qui me demande d'être très 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 concentré, or je suis incapable de lire plus de 2 pages d'un livre. Mon objectif, c'est d'obtenir des aménagements raisonnables et l'acteur qui peut m'aider à les obtenir, c'est le médecin du travail. Check, 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 je le partage. Son enveloppe. Maintenant, si par exemple ma collègue, je sais pas, Jeannette, avec qui en plus je m'entends pas spécialement bien, qui aime bien rapporter les cancans à la machine à café, est-ce que ça vaut la peine que je lui parle de ma fatigue? On n'est pas plus proche que ça. Quel va être mon objectif? Par contre, peut-être tel autre collègue avec qui je m'entends bien, qui je sais qu'il va m'apporter du réconfort, qui peut-être a eu, j'en sais rien, son compagnon, sa compagne qui a vécu un cancer et qui comprend. Si j'ai besoin de réconfort et que cette personne, je sais, peut me l'apporter, ça a du sens. Donc, en fait, la question à vous poser, c'est quel va être mon objectif en partageant cette information?
Et est-ce que cet acteur, actrice-là, cette personne-là, va pouvoir répondre à mon objectif? Voilà. Pour moi, c'est vraiment c'est comme ça que je le propose à mes clients. C'est une proposition, hein, il n'y a pas de vérité. Et je vais vous dire, par exemple, j'anime aussi des groupes de patients pour préparer le retour au travail. Dans un ensemble d'ateliers, on se retrouve plusieurs fois. Et il y a toujours plein de réponses différentes. Et là, dernièrement, il y avait 2 institutrices, d'accord? Eh ben, une avait dit: «Moi, je ne dis rien, ni à mes collègues, ni à ma direction, enfin, c'est pas leur problème, à part que j'envoie mes certificats, voilà, et quand je reviendrai, je ne dirai rien non plus». Et une autre, elle avait un groupe WhatsApp avec ses collègues qui lui envoyaient des petits messages. Chacun le vit comme il veut le vivre. Donc vraiment, la question, c'est qu'est-ce qui va quand je partage cette info, pourquoi je la partage et est-ce que cette personne va pouvoir répondre à mon objectif, quoi? Ouais, effectivement. Et donc, en fait, le niveau d'information partagée, par exemple, quand la personne demandait que dois-je répondre si on me demande de faire un travail que je n'ai plus le droit de faire, bah, effectivement, là, il faut peut-être être un peu plus transparent, Ou ou alors alors le être mec aidé par son manager, peut-être. j'allais le dire, merci Sarah, c'est Ouais. exactement ça. Il faut pas oublier que, on a évidemment chacun des responsabilités personnelles, mais dans le cadre d'un travail, il y a une hiérarchie, il y a une organisation. Quel va être aussi le rôle et qui au sein de l'organisation, justement du manager, par exemple. Donc on peut tout à fait et de nouveau, pour le coup, j'ai de nouveau le cas là maintenant, une personne qui a elle a eu un entretien avec, son manager et elle a demandé que lui, dans la réunion d'équipe qui va, avoir lieu avant son retour, pose 2-3 choses sans dire le diagnostic. C'est-à-dire, voilà, elle va revenir, il va y avoir ça, moi je sais pourquoi et voilà. Mais donc il faut aussi, heu il y a une responsabilité collective. Tout n'est pas sur le dos. On a déjà une charge mentale qui fait l'équivalent d'une pyramide d'Égypte sur la tête. Donc, il faut bien remettre les responsabilités au sein de chacun. Quelle va être la responsabilité de l'employeur ou du manager, etc. Ça, c'est le discours parfait dans une situation qui se passe bien. Je vois des situations où ça se passe bien et dès où ça se passe moins bien. Mais évidemment, merci Sarah de le relever. Il y a aussi ce rôle-là. Il y avait une personne qui avait une stomie, hein, donc qui avait une poche. Et donc, ça nécessite beaucoup de pauses. Hein, voilà. Et elle, je comprends, c'est très intime. Cette personne-là avait pas envie de le partager avec ses collègues. Voilà. Et il y avait de l'incompréhension. Mais donc, il faut voir aussi comment c'est géré. Ok, très clair. Toujours sur l'image de soi, on avait une question qui, je pense, là, pareil, peut être très personnelle, mais c'est reprend-on le travail sans cheveux? J'ai du mal à me projeter sans avoir 5 ou 6 centimètres sur le crâne. Ouais. Oui, de nouveau, c'est une question, et oui, je n'ai pas de réponse. Ça va être en fait, qu'est-ce que moi je me sens prête à faire? C'est très compliqué. L'image de soi après un cancer, je pas besoin de le dire pour dire à quel point c'est compliqué. Il va falloir se réapproprier tout ça. J'ai envie de dire d'être doux avec soi-même. Parce qu'on peut parfois avoir envie d'y aller et c'est trop dur, c'est ça. Alors, c'est toute la balance entre le défi et en même temps d'être doux avec soi. Euh, c'est très très compliqué pour ça de revenir sans cheveux. Pourquoi aller se rajouter quelque chose de très compliqué? Est-ce qu'à ce moment-là, une alternative, perruque ou bien comme les frangines là avec une frange? Je ne sais pas, mais c'est très, très personnel, mais c'est une très bonne question et ça vaut la peine de se la poser. Parfois, on peut y aller un peu en mode, de nouveau guerrier, guerrière, moi j'aime pas trop ce terme non plus d'ailleurs, mais et là, je vais y aller et en fait, c'est trop dur, les regards, et cetera. Donc d'être doux avec soi-même. Qu'est-ce que je suis prête, à vivre, quoi. Mais oui, il y a pas une bonne réponse et si c'est, oui, pour moi, j'ai vraiment besoin d'avoir moins quelques centimètres. Bah oui, hein, voilà. Ça fait de nouveau écho à cette métaphore que tu avais de prendre finalement le temps qu'il Oui. faut aussi pour soi et d'y aller quand on est un peu plus près. Et en lien avec le regard des autres aussi, et d'ailleurs ça fait écho à un sujet, je pense que Sandrine, où tu vas pouvoir nous apporter un peu d'éléments de réponse, parce que c'est vrai qu'il y a aussi
la reconnaissance en tant que travailleur handicapé, qui est une option possible. D'ailleurs, Sandrine, tu pourras peut-être en parler avant que Magali n'apporte des éléments de réponse. Parce qu'en fait, on a une question qui dit, est-ce qu'on ne renvoie pas l'image de quelqu'un handicapé en disant qu'on est reconnu RQTH? Quel est le meilleur? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Donc Sandrine, déjà, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est cet acronyme RQTH et les droits aussi que ça ouvre? Je crois qu'il y avait en plus une question dans le chat de Sophie en lien avec ce sujet. Et puis ensuite, Magali, tu pourras compléter sur le est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, la perception, l'image de soi. Oui, enfin, je vais essayer en tout cas. Donc, pareil, c'est un dispositif qui existe en France, peut-être en Belgique, je sais pas, et qui signifie reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et donc, c'est un dispositif qui est ouvert enfin, à des personnes qui peuvent alors avoir eu un cancer, mais aussi pour d'autres raisons, bien sûr. Et c'est tout un processus, hein, c'est pas quelque chose de simple, et qui est accordé à terme par département. Parce que dans chaque département, il y a une MDPH, une maison départementale pour les personnes handicapées. Et donc, il y a tout un processus pour la reconnaissance d'un dysfonctionnement, d'un déficit qui peut être cognitif, physique, etc. et qui peut donner droit à cette reconnaissance spécifique. Qui derrière, pour par exemple les malades du cancer, c'était une question qu'on avait beaucoup abordée dans la recherche qu'on avait menée avec Philippe Bataille il y a quelques années, peut amener à un retour facilité dans certains cas au travail, parce qu'il y a des quotas, en gros, pour le dire vite, dans les entreprises pour les personnes qui ont ce statut de RQTH. Donc, c'est une possibilité. Dans le groupe de malades avec lequel on avait travaillé, ça avait posé beaucoup de questions parce que effectivement, les personnes s'interrogeaient sur le regard qui pouvait être posé sur elles dans le travail et de manière globale, mais spécifiquement dans le travail. Et cette adéquation ou inadéquation perçue entre le fait d'avoir eu un cancer et derrière le fait d'être reconnu comme handicapé et donc d'avoir une sorte de stigmatisation en fait. Donc ça a fait beaucoup débat au sein du groupe avec des personnes, certaines qui avaient fait la démarche, d'autres qui voulaient pas la faire, d'autres qui se posaient la question. Et donc, comme pour beaucoup d'autres sujets, il n'y a évidemment pas de réponse ni simple ni collective. Elle ne peut être qu'individuelle. Et c'est effectivement, et Magali prendra le relais sur cette question, mais ça ne peut être qu'une décision personnelle qui se fait sur un certain temps. Voilà, c'est pas des choses qu'on décide très rapidement. C'est réversible, on n'est pas obligé de rester non plus avec une RQTH, donc ça je pense que c'est important de le savoir. Et voilà, donc il n'y a pas de réponse simple. Est-ce que ça renvoie l'image d'une personne handicapée? Pas nécessairement non plus, parce que c'est pas forcément su. Donc voilà, il y en a qui l'utilisent entre guillemets parce que c'est une passerelle vers le retour à l'emploi qui parfois peut être plus simple pour des personnes qui, par exemple, ne sont plus en situation d'emploi au moment de leur parcours de soins ou à la sortie de leur parcours de soins. Donc, les réponses sont individuelles et multiples. Magali, si tu veux Ben oui, je pense que ça a été très bien expliqué par Sandrine. Et effectivement, il y a aussi ce côté, en fait, le mot handicap est tabou. Enfin, je dirais, c'est la définition qu'on va mettre derrière. On va se sentir fragilisé, vulnérabilisé, etc. Et que, évidemment, c'est pas un label qui fait plaisir. On va pas se mentir.
Mais de nouveau, c'est un peu cette idée d'être un bon jardinier pour soi. Et si, à ce moment-là, et là, je parle vraiment en termes légal, juridique, ça me permet une certaine protection, mais ça vaut peut-être la peine. Donc, je comprends que ce soit très difficile d'écrire un peu un chemin d'acceptation, mais de nouveau, c'est quel est mon objectif? J'ai cette reconnaissance, est-ce que ça va me protéger d'une certaine manière? Ça va m'ouvrir certains droits? Et à ce moment-là, bah oui, ça peut être utile, quoi. Ouais, donc finalement, c'est essayer un peu de se détacher de la perception de ce Oui. mot et de ce terme handicap et juste de se dire, est-ce que ça peut m'apporter des choses et m'être utile là, maintenant, de manière assez rationnelle. Et en plus, comme tu le disais, Sandrine, si c'est une solution, enfin un statut entre guillemets qui est réversible, enfin c'est voilà, c'est pas pour ad vitam aeternam et donc ça peut aussi jouer dans la prise de décision. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On avait reçu une qu'on peut peut-être prendre. Là, je vois qu'il est déjà 23 pour clôturer la session, sauf si entre-temps quelqu'un en pose une. Mais il y avait, alors attendez, je remonte. Une question de Bernard pour toi, Magali, qui demandait: est-ce que tu pourrais, avant la fin de ce webinaire, nous donner tes 3 meilleurs conseils en vue d'un retour au travail? Les 3 éléments magiques. J'aimerais tellement. Mais en tout cas, 3 choses, si je peux dire. Clairement, cette fameuse question du rythme, c'est de trouver le bon, ne pas se surestimer au risque de se prendre un mur et se dire ça va aller, etc. Mais ne pas non plus se sous-estimer. Moi, j'aime beaucoup parler aussi des fameuses soft skills ou les compétences individuelles, on les appelle comme on veut, qu'on voit qu'à travers l'épreuve, on ne peut pas l'appeler autrement. Oui, dans la gestion du stress, des priorités, d'une meilleure connaissance de soi, qui sont autant d'éléments qui sont très problématiques dans le monde du travail et qu'on vient finalement amener comme autant de choses en plus. Donc, ça va vraiment de pouvoir être ce fameux bon jardinier pour soi-même et d'avancer au rythme de la plante qu'on est. Enfin, la plante qu'on est, c'est peut-être pas très heureux dit comme ça, mais voilà, ça va être de jongler et d'être vraiment à l'écoute de soi. Puis deuxième chose, c'est ne laisser personne vous dire ce que vous êtes censé sentir, ressentir. Vous êtes votre propre expert. Il y a personne dans votre corps. Si vous avez mal, vous avez mal. S'il y a de la fatigue, il y a de la fatigue. Personne d'autre que vous ne sait, vous êtes expert. D'accord? Deuxième et troisième chose, c'est le système de support. C'est d'aller cartographier, d'aller voir un petit peu quel acteur peut aller m'aider par rapport à quoi. Donc, j'ai un problème lié, par exemple, je reprends la fatigue, hein, qui est quand même quelque chose, cette perte d'énergie. Est-ce que je peux aller voir, je peux peut-être en parler aussi à mon oncopsyne, peut-être, ou à mon psychologue, en parler à mon médecin par rapport au traitement que j'ai. Est-ce que, voilà, est-ce que je me fais accompagner par un ou une coach, ou en tout cas, est-ce que, voilà, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce qui me fait du bien par rapport à telle autre chose? Est-ce que, et donc, du coup, ce système de support, c'est oser dire oui. On est de nouveau un peu dans les fameux, et d'ailleurs, ça, c'est par rapport aux aidants, aux collègues qui me disent qu'est-ce que je peux dire, et la fameuse phrase, n'hésite pas à me dire si tu as besoin de quelque chose. Moi, je dis alors à ces personnes, proposez du concret. Si tu veux, tous les mardis, je t'amène un plat. Si tu veux, je vais chercher les enfants à telle heure. Euh, et surtout, dites oui aux aides ou à ce qu'on vous propose, quoi. Tant mieux si les personnes se montrent. Et puis si elles se montrent pas hésiter à aller voir quels sont les organismes, les acteurs près de chez moi qui peuvent m'aider, quoi. Et donc c'est vraiment de pouvoir cartographier pour se sentir moins seul et de voir un peu pour chaque questionnement vers où je peux me tourner. Voilà, je dirais ces 3 choses-là, en gros. Mais j'en aurais plein d'autres. Trop chouette, merci beaucoup. J'imagine que oui, effectivement, c'est des choses où il y a toujours énormément d'éléments à partager.
Il y avait une dernière question, effectivement, de Magali. Sandrine, tu as apporté des premiers éléments de réponse par écrit. Mon arrêt de travail est fait par mon oncologue. Est-ce que c'est avec lui que je dois échanger pour les conditions de reprise? Effectivement, Sandrine, tu en as un peu parlé. La première étape, c'est l'oncologue. Et après, dans tous les cas, il y a une étape médecine du travail. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et employeur, bien sûr. Ouais. Je disais médecin traitant parce que souvent, en fait, c'est le médecin traitant qui fait l'arrêt de travail ou qui le prolonge, etc. C'est pour ça que je parlais du médecin traitant, qui a souvent une division des tâches, en fait, entre les différents médecins. Mais oui, bien sûr, vous pouvez déjà en discuter avec votre oncologue, qui, bien sûr, vous connaît, donc sera en capacité de voir avec vous, comme disait Magali, parce qu'effectivement, ce sont des ressentis très personnels, même s'il y a objectivement de la fatigue, etc., très très souvent. C'est la façon dont on le ressent, dont on le gère, dont on arrive à le gérer dans un premier temps et puis dans un deuxième temps. Donc oui, bien sûr, il faut en discuter déjà avec l'oncologue et puis après prendre les autres intervenants. Ça marche. Merci beaucoup pour ce complément de réponse, Sandrine. Je vois qu'il est déjà 28. On arrive malheureusement déjà à la fin de cette heure ensemble. Magali, est-ce que tu veux peut-être clôturer avec quelques mots le sujet? Mais oui, donc effectivement, on voit hein, que c'est vraiment quelque chose qui interpelle beaucoup. Il y a encore beaucoup de tabous, il y a encore beaucoup de difficultés à appréhender cette question qui est extrêmement complexe. Et donc, bah, déjà, merci d'avoir octroyé ce moment. Mais voilà, à part, faites-vous confiance, vraiment entourez-vous tant que faire se peut. Et je pense aussi, d'ailleurs, quand on parlait de qu'est-ce que je communique, et que Sandrine, tu parlais du médecin traitant, médecin de famille, comme on dit parfois, en fait aussi, ça permet, alors même si le diagnostic est du secret médical et ne doit pas être sur un certificat, il est certain que quand on a un cachet d'un oncologue, d'un radiothérapeute, etc., le lien va être fait. Donc moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes que j'accompagne qui préfèrent demander à leur médecin traitant, qui parfois alors va appeler l'oncologue. Ça permet peut-être d'avoir un peu plus de discrétion, en tout cas, sur les diagnostics, parce que ça reste, et ça aussi la dernière chose que je voudrais dire d'ailleurs, ça reste quelque chose qui fait peur et que dans la plupart des cas, quand dans les réactions que vous allez avoir en face de vous, dites-vous bien qu'en fait, ces gens parlent d'eux-mêmes. Je le dis un peu tristement comme ça, mais le fameux «ma pauvre» ou le déni ou en fait, les gens ont peur, ça la ramène à des choses voilà, qui effraient, et donc de pas toujours prendre, même si c'est pas facile, on est d'accord, les remarques personnellement. Et voilà, et de vous, ben, en fait, vous vivez votre bout de chemin. C'est un truc, on est bien d'accord, on ne le souhaite pas à son pire ennemi. Mais donc, voilà, parfois pouvoir aussi mettre, se dire, voilà, je m'occupe de moi, de ma plante, et les autres, ils ont leurs peurs, leurs craintes, leurs trucs, mais ça ne m'appartient pas. Et parfois, ça permet de mettre un peu à distance. Voilà. Et je peux peut-être ajouter une petite dernière chose. C'est vrai qu'il y a aussi cette question, pour rebondir sur ce que disait Magali, la temporalité, elle n'est pas vécue de la même façon par vous-même et par l'entourage. Et donc la fin des traitements, c'est la fin des traitements certes, mais il y a des effets qui durent et qui sont pas forcément conscientisés par l'entourage ou par aussi l'employeur, etc. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de réconcilier ces deux temporalités. Donc bon, je vous dis ça, du coup, c'est pas forcément des réponses, mais c'est important effectivement d'avoir ça en tête parce qu'effectivement il y a un décalage qui peut être important. Donc effectivement, il faut prendre son temps, comme disait Magali, pour récupérer et retourner, puisqu'on parlait du travail, le plus sereinement possible, à temps partiel ou autre, vers cette après bulle de soins et cet après cancer.
Trop chouette. Merci toutes les deux pour vos nombreuses réponses. Merci aussi à toutes et à tous pour vos questions. Il y en a eu beaucoup ce soir. On voit que c'est un sujet qui intéresse. Comme à notre habitude, à la fin de ce live, on vous enverra un petit questionnaire avec quelques questions, un petit sondage pour avoir vos retours. N'hésitez pas à vous répondre. Cela nous sera toujours très utile. Et d'ici demain, jeudi, on vous enverra aussi le replay. Donc, vous pourrez prendre le temps de re-regarder cet échange si vous avez besoin, avec aussi quelques ressources complémentaires, les petits liens qu'on vous a partagés dans le chat. On vous les repartagera dans cet email. Voilà, et juste pour conclure, notez que le prochain rendez-vous aura lieu le 26 février autour de la communication avec les proches. Comme d'habitude, vous recevrez un lien d'inscription à l'événement dans les jours à venir. Enfin, souvent, c'est en début de mois qu'on envoie ça. Et là, d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous aurez aussi la possibilité de partager l'invitation à votre entourage. Ça rendra les échanges d'autant plus riches. Voilà, un grand merci à toutes et à tous et une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir. Je vois qu'il y avait une petite question de Simone. On mettra quelques liens d'association dans l'email de replay. Pas d'inquiétude. Merci encore. Bonne soirée, au revoir.